Donc je vais vous présenter les actions qui ont été mises en œuvre sur la vallée de la Lèze au cours des 10 années qui viennent de s'écouler, en vous présentant rapidement la vallée, le phénomène de disparition des haies qui a pu être observé, la politique de replantation qui a été menée sur la période 2008-2018, et puis les différents résultats obtenus avec un certain nombre d'évaluations, avant de vous livrer quelques réflexions sur les perspectives. Donc la vallée de la Lèze, c'est cette petite vallée qui est au sud de l'agglomération toulousaine, qui s'écoule entre les Petites Pyrénées et puis la confluence avec l'Ariège sur 350 km². Donc c'est un secteur qui est plutôt rural à périurbain dans sa partie nord. Une quarantaine de communes qui se sont regroupées dès 2003 au sein d'un syndicat pour mener une politique sur la gestion des rivières et la prévention des inondations. On a un peu fait la révolution GEMAPI un peu en avance, et puis donc on s'est mis en conformité avec les nouvelles évolutions législatives, puisque désormais ce sont 5 des 8 PCI à fiscalité propre qui sont membres du syndicat et qui apportent leur contribution et qui nous permettent de travailler à l'échelle de cette vallée. On travaille donc sur la rivière Lèze, 70 km, et puis sur ses différents affluents. Et vous voyez que c'est une vallée qui est soumise à différents types de phénomènes. Des phénomènes de crues par débordement, donc c'est des crues qui se forment sur le haut du bassin versant et puis qui se propagent et qui inondent les centres-bourgs. Un certain nombre de lotissements, de zones d'activité qui ont été construites en zone inondable. Et puis des phénomènes de coulées de boue qui proviennent plutôt d'orages violents sur les coteaux et avec un ruissellement fort dans les parcelles agricoles et qui a abouti à l'image centrale que vous voyez là, c'est-à-dire de la boue qui descend sur les voiries, dans les habitations et qui a tendance à la fois à créer des dégâts. Vous voyez qu'il y a 4000 à 6000 habitants qui sont exposés. Et puis en termes de dégâts, ça peut être entre 5 et 50 millions d'euros selon l'ampleur de la crue, mais on a des montants cumulés de dégâts qui sont équivalents sur des phénomènes de coulée de boue. La perception des élus sur cette vallée, c'était que les haies avaient tendance à disparaître et que ça correspondait à une accélération et une aggravation des phénomènes de crue. Cette perception, on a voulu l'objectiver en menant une étude sur les linéaires de haies. Et vous en avez un extrait sur cette petite diapositive où donc les différents linéaires de haies ont été cartographiés en 1982 et en 2006. Et on a pu montrer ainsi qu'effectivement, 300 km de haies, c'est-à-dire quasiment un quart des linéaires du bassin versant, ont disparu au cours des 30 années, donc sur cette période 82-2006. En même temps que les haies disparaissent, mais on sait que c'est la rétention d'eau qui disparaît, c'est moins d'interceptions sur les chemins de l'eau. On avait fait le même type d'analyse, puisqu'on avait cartographié tous les chemins théoriques de l'eau qui viennent en complément de la cartographie officielle des cours d'eau. Et on se rend compte en plus, non seulement un quart des linéaires disparaissent, mais en plus, les haies qui interceptent les chemins de l'eau ont un taux de disparition beaucoup plus rapide. Et de la même manière, les haies qui étaient sur les versants ont un taux de disparition beaucoup plus rapide. Donc là où c'est le plus pentu, c'est les secteurs où on a observé sur ces 30 années une vitesse de disparition plus importante. Donc au sein du syndicat, les élus ont décidé de mener une politique de replantation de haies ou de plantation de haies. Et donc ça a consisté à la fois à définir les cadres techniques, comment est-ce qu'on allait planter, avec quelles essences, de quelle manière, etc. Travailler sur le cadre administratif, comment est-ce qu'on organisait cette plantation, qui portait la maîtrise d'ouvrage, qui en assumait le coût, donc les aspects financiers également, et puis les aspects fonciers. Donc on a notamment travaillé sur une déclaration d'intérêt général. Alors d'abord un processus annuel qui est devenu une déclaration d'intérêt général pluriannuelle. Ça nous a énormément facilité la tâche. Et puis un protocole de maîtrise foncière qui a été négocié avec les chambres d'agriculture et qui proposait 4 options de maîtrise foncière, de la convention simple entre le syndicat et le propriétaire ou l'exploitant, enfin le propriétaire et l'exploitant agricole, une servitude inscrite aux hypothèques, une location de terrain ou une acquisition. Tout ça, ça s'est fait avec un certain nombre de partenariats avec les acteurs locaux, associations de plantation de haies, bureaux d'études pour la définition technique, les financeurs à la fois département de la Haute-Garonne et de l'Ariège, la région, l'agence de l'eau, donc agence de l'eau Adour-Garonne, des financements européens.
les chambres d'agriculture, j'en ai parlé, qui ont été notamment partenaires sur l'élaboration du protocole de maîtrise foncière, et puis les associations locales qui nous ont aidés dans certaines situations pour prêter main forte, notamment sur la plantation. Et tout ça, ça s'est fait avec un certain nombre de concertations, à la fois à l'échelle du bassin versant, à la fois à l'échelon communal, mais aussi une concertation très locale, agriculteur par agriculteur, avec les propriétaires. Ça nous a permis d'expérimenter un certain nombre de plantations, mais aussi après de généraliser le dispositif à l'échelle de la vallée, et puis de communiquer sur les résultats obtenus. Alors, les résultats qui ont pu être menés donc sur cette période de 10 ans, c'est qu'on a pu planter 30 km de haies, donc ce qui est de l'ordre de 53 000 plants, hein, selon qu'on avait des haies de rang simple ou de rang double ou triple, selon les sites et ce qui pouvait être laissé pour la plantation. Au départ, le programme il visait la plantation de haies brise-crues, mais au final, ce n'est pas les linéaires qui ont été le plus retenus. Finalement, on a beaucoup de contraintes en fond de vallée, du drainage, de l'irrigation, et on a pu réellement planter que 5 km de haies brise-crues. En revanche, on a planté 25 km sur les versants, donc 27 km de haies, obstacles au chemin de l'eau, sur les versants, donc ce qui permet d'intercepter les ruissellements le plus tôt possible. Évidemment, ce n'est pas dans la parcelle, mais c'est au moins en bas de parcelle, avant que ça vienne impacter les enjeux publics ou d'autres enjeux privés. Et donc vous avez... en 2018, on a refait une cartographie des linéaires de haies et vous voyez donc l'évolution de 1980, 2008 et 2018, ce qui nous permet de voir que la tendance à la disparition des haies semble s'être un petit peu ralentie, avec un espoir qu'effectivement il y ait une tendance à la replantation et même un peu au-delà de ce qui a été travaillé en termes de replantation. Donc cette proposition, ce dispositif de plantation de haies n'est sans doute pas le seul élément. Hein. Il y a également sans doute la PAC, il y a également sans doute des prises de conscience qui font qu'il y a peut-être une augmentation du linéaire de haies. Parallèlement à ce dispositif de plantation, on a essayé d'évaluer ce que pourrait apporter une politique de plantation de haies. Alors ça a été fait d'un point de vue hydrologique, et vous voyez que quand on modélise à l'échelle de tout le bassin versant de la Lèze, le passage d'un paysage de grande culture à un paysage de bocage apporterait une réduction de 40 mètres cubes par seconde sur le pic de crue, à peu près un tiers du pic de crue, qui serait écrété par une replantation. Mais donc là, il faudrait vraiment avoir replanter bien au-delà des 300 km qui ont été arrachés. L'autre travail qui a été mené, c'est une modélisation hydraulique en 2010 pour essayer de voir l'impact des haies brise-crues en fond de vallée. Et de la même manière, avec un bocage très dense qui a été modélisé sous modèle hydraulique, on se rend compte que l'impact, c'est donc un agrandissement ici au niveau du pic de crue, c'est pas forcément c'est pas une réduction du pic de crue, mais par contre c'est un décalage dans le temps, et c'est donc la propagation de la crue qui est ralentie de l'ordre. Ça permet de gagner à peu près 10% sur le temps de transfert pour une vallée de 40 km. Donc gagner une heure ou une heure et demie de plus pour pouvoir évacuer, c'est parfois crucial. Donc voilà un peu ce qui a pu être montré de façon un peu théorique en parallèle du programme de plantation. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est localement un certain nombre de sites qui témoignent de l'efficacité locale des plantations de haies en bas de parcelles. Et vous le voyez sur des épisodes où on a pu constater sur des parcelles cultivées par le même agriculteur avec les mêmes méthodes, les mêmes cultures, des secteurs où on n'a pas pu réaliser de plantation parce que le propriétaire s'y opposait, où on a eu la coulée de boue qui s'est produite, et puis le secteur à côté où il y a pu y avoir la plantation de haies et l'efficacité, puisque sur le même orage, on n'a pas eu la coulée de boue s'est arrêtée dans la bande qui venait juste d'être plantée, et rien que la bande enherbée déjà apporte un effet sur les petits épisodes. Donc là, on voit que l'efficacité de ces dispositifs, vous posiez la question, est-ce que c'est efficace? Sur les petits épisodes, sur les petites crues, ça apporte un effet immédiat. Et là, on l'a vu sur des phénomènes. Hein. On retrouve les mêmes témoignages qu'en Alsace, c'est-à-dire qu'en bas de parcelle, en absence de plantation, on a la coulée de boue qui descend sur la route. Là où on a une plantation de haies, la coulée de boue s'arrête dans la bande enherbée.
Donc là, c'est pareil, c'est un secteur qui a été passé en... enfin, le bas de parcelle a été arrêté d'être cultivé, et on a planté une haie, et dès la première année, on a une efficacité avérée sur des petits épisodes, alors que généralement, la coulée de boue allait jusque sur la route. Donc une efficacité locale qui est prouvée et qui permet ensuite, qui nous permet d'argumenter sur l'intérêt de ces plantations, même si on se rend bien compte que on ne traite pas le problème à la source, hein, puisque le phénomène de coulée de boue continue à se produire dans la parcelle, mais au moins on évite que ça ait des impacts négatifs en aval. En termes de conclusion, moi je voudrais évidemment souligner l'intérêt de ces mesures naturelles de rétention d'eau. Il faut, à mon avis, être conscient de leurs intérêts multiples, de leurs bénéfices. Plus on va planter de haies, et plus on va avoir une efficacité sur le bassin versant. Mais il faut aussi être conscient de leurs limites, hein, comme vous le disiez, par rapport à un bassin d'orage, par rapport à des ouvrages écréteurs de crues, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. On travaille plutôt sur les phénomènes très réguliers, sur ceux qui ont un impact, ceux qui embêtent régulièrement les riverains. Cela, on arrive à avoir un effet dessus. Un des points importants, c'est évidemment la mise en cohérence entre l'urbanisme et la compétence GEMAPI, où il semble fondamental de conserver les zones inondables pour réaliser ces mesures naturelles de rétention d'eau et pas pour mettre des nouveaux lotissements. Évidemment, ça c'est un combat compliqué. Et je voudrais vous faire 3 propositions pour progresser. C'est d'une part essayer de faciliter l'accès aux subventions en faveur de ces mesures naturelles de rétention d'eau. Quand on doit justifier dans un dossier, est-ce que votre haie c'est une haie biodiversité? Est-ce que c'est une haie bois énergie? Est-ce que c'est une haie rétention d'eau? Est-ce que c'est une haie paysage? En fin de compte, c'est tout ça une haie. Donc l'enjeu pour tout ce qui est politique publique de financement, c'est qu'on facilite l'accès au financement pour ce genre de solutions favorables à l'environnement. Je vous en ai parlé, un des leviers qui nous a permis d'avancer assez rapidement, c'est une DIG pluriannuelle. Si chaque année il faut redéposer un dossier administratif pour pouvoir planter, ça complique énormément les choses, puisqu'il faut être prêt à dimensionner les ouvrages, il faut être prêt à dimensionner les sites d'implantation dès qu'un propriétaire ou un exploitant se sent un peu concerné et un petit peu motivé. En général, ça se passe dans les 2 mois qui suivent une coulée de boue, en fait, hein. C'est là qu'on a de la réaction sur le bassin versant, et c'est là qu'il faut pouvoir être présent et avoir la capacité à agir dès l'hiver suivant et avoir la capacité à planter dès l'hiver suivant. Et pour ça, une DIG pluriannuelle, c'est quelque chose qui nous a énormément aidé pour pouvoir avancer, ce qui nous a permis d'avoir un rythme de 5 km de haies tous les ans plantées sur la vallée. Une réflexion par rapport à la loi Warsmann qui simplifiait la procédure de DIG pour les travaux d'entretien réguliers sur les cours d'eau. Moi, il me semble que cette simplification, si elle pouvait être étendue à l'ensemble des mesures naturelles de rétention d'eau, puisque en fait tous ces programmes sont généralement inscrits dans des programmes pluriannuels de gestion, il me semble que ça nous aiderait énormément, donc en simplifiant les procédures administratives. Et puis, la compétence GEMAPI qui vient d'être mise en place, finalement, aujourd'hui, elle s'exerce, mais sans un outil réellement, ni réglementaire, ni programmatique. Et le fait d'instaurer un schéma directeur GEMAPI, à l'instar du schéma directeur d'assainissement, c'est un des éléments qui nous permettrait aussi d'agir rapidement sur un bassin versant et de pouvoir identifier ce genre de mesures naturelles de rétention d'eau et de les mettre en œuvre, voire de les imposer, au même titre qu'un schéma directeur d'assainissement impose un assainissement individuel quand on est hors du zonage collectif. Eh bien, pourquoi ne pas disposer d'un schéma directeur adopté par la collectivité compétente en matière de GEMAPI pour pouvoir imposer ce genre de mesures de rétention d'eau sur les parcelles qui le nécessitent. Et je suis à votre disposition pour toutes vos questions.